Mon resto responsable. Donc, mon resto responsable, c'est un outil qui est gratuit, qui est dédié aux restaurants collectifs de tous les secteurs, donc en gestion directe ou concédée, pour améliorer les pratiques vers plus de durabilité autour de quatre piliers: assiette responsable, bien-être des convives, engagement social et territorial et éco-gestes. C'est une démarche qu'on a co-créée donc avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. J'en profite pour me présenter. Je suis Sarah Peka, directrice de la mobilisation des acteurs du territoire à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et avec Restoco, donc vous avez les membres de l'équipe qui suivent mon resto responsable autour de la table ou de l'écran plus exactement, sous la houlette de Marie-Cécile Rollin, que vous connaissez sans doute pour nombre d'entre vous. Donc cet outil, c'est une démarche de progrès dans la durée. Ce qui importe, c'est pas où vous en êtes, c'est ce que vous allez faire demain, c'est votre amélioration. C'est une garantie participative, ce n'est pas un label. Une garantie participative, c'est que c'est plutôt qu'un audit externe, c'est que c'est les parties prenantes de votre restauration qui décernent la garantie au moment d'un vote en public. C'est décerné donc tous les 2 ans par les convives du restaurant, les fournisseurs, d'autres restaurants collectifs et des élus du territoire. C'est l'occasion de créer une émulation collective en impliquant tous les collaborateurs du restaurant pour atteindre un même objectif, des repas bons dans l'assiette et bons pour la planète. Très concrètement, comment ça se passe, mon resto responsable? C'est 3 étapes pour vous faire progresser. Un, c'est évaluer vos pratiques. C'est un questionnaire en ligne euh, que vous remplissez. Vous vous inscrivez, vous créez votre compte, vous remplissez le questionnaire en ligne et comme ça, vous pouvez savoir où vous en êtes, comprendre vos pratiques. Une fois que vous avez fait ce questionnaire, avec l'accompagnement des chargés de mission Mon Resto Responsable, avec vos équipes, vous définissez les pistes d'amélioration à mettre en œuvre pour progresser et vous prenez des engagements. Ces engagements, au moins un engagement par pilier, vous les présentez ensuite au public, aux convives, aux fournisseurs, à d'autres restaurants collectifs, aux élus du territoire, les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, lors d'une séance publique qui est ouverte à tous. Et puis, tous les 2 ans, vous remplissez à nouveau le questionnaire, vous présentez vos progrès devant la séance publique et vos nouveaux engagements pour pouvoir avoir à nouveau la garantie. Donc ça, c'est le système, comment ça fonctionne. Et après, adhérer à Mon Resto Responsable, devenir un restaurant engagé dans la démarche Mon Resto Responsable, c'est aussi intégrer un réseau et avec des outils pour accompagner. Donc vous êtes accueilli systématiquement par un membre de l'équipe Mon Resto Responsable et qui vous accompagne à chaque étape, grâce notamment au programme de webinaire dont on parle aujourd'hui. C'est des échanges de conseils et de bonnes pratiques avec d'autres restaurants autour de chez vous. Puis aussi au niveau national, c'est ce que nous faisons tous les uns et les autres en vous présentant les démarches comme aujourd'hui et les actions de restaurants comme aujourd'hui. Et puis, c'est un certain nombre de ressources qui permettent d'avoir des informations, mais aussi d'identifier des acteurs ressources sur le territoire, des appuis pour mener à bien vos engagements. Voilà, est-ce que Virginie, tu me donnes le go pour démarrer après cette présentation rapide, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Mon Resto Responsable et puis à poser des questions. En vous inscrivant, vous aurez l'indication de quel est le chargé de mission en charge de votre territoire. Oui, allons-y. Allons-y. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour un webinaire qui nous mènera jusque vers 16 heures autour du commerce équitable. Donc le commerce équitable, un allié pour atteindre ses objectifs Egalim et participer au développement de l'agroécologie. Autour de cette thématique, on a décidé de faire témoigner 2 grands témoins. Donc Julie Lequin qui commencera, qui est chargée de mission au sein de Commerce Équitable France et qui pourra nous présenter de quoi s'agit-il et les grandes réglementations notamment qui s'appliquent au commerce équitable. Et puis Grégory Mèche, qui est directeur général des cantines de la Caisse des écoles du 20e, donc à Paris, et qui nous présentera les actions de la Caisse des écoles, un restaurant collectif qui nourrit les enfants du 20e autour du commerce équitable. Julie, je te propose donc de démarrer en nous présentant en quelques mots qui est Commerce Équitable France et votre action pour le commerce équitable. Oui, eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi, c'est Julie Lequin. Donc, je travaille au sein de Commerce Équitable France. Alors, l'idée, c'est pas forcément de vous faire une grande présentation de ce qu'est Commerce Équitable France, mais juste pour vous dire d'où je parle. Donc, effectivement, Commerce Équitable France, c'est une association. Et donc, en fait, nous, on va être plutôt la plateforme qui va regrouper les différents acteurs du commerce équitable. Et comme vous pouvez le voir un peu, alors les logos sont en petits sur la diapo, mais en fait, c'est juste plutôt pour vous montrer la diversité aussi de ce que sont les acteurs du commerce équitable. Et donc, en fait,
Nous, on va avoir dans nos membres autant des organisations de mouvements citoyens, des associations d'éducation du commerce équitable. Donc, vous devez peut-être connaître Artisans du Monde, notamment, mais on a aussi d'autres structures comme Faire un monde équitable, Bioconsommateurs. On va aussi avoir des entreprises de commerce équitable, donc c'est ces entreprises qui vont mettre en marché. Pareil, vous reconnaissez peut-être certains logos. On va aussi avoir dans nos adhérents les labels de commerce équitable, et ça, j'y reviendrai parce que c'est peut-être assez central justement dans la façon d'identifier le commerce équitable dans le paysage. Euh, et enfin, on a aussi à la fois des réseaux de distribution, donc vous devez certainement connaître Biocoop, et les organisations de solidarité internationale. En fait, ce qui est bon de retenir, c'est que nous, en fait, on est plutôt l'organisme qui va organiser un peu le secteur. Donc, nous, on ne vend rien, on ne labellise rien directement, mais on est plutôt là pour voilà, participer justement, et c'est un peu ce qui est précisé dans la colonne de droite, plutôt à produire de l'expertise, structurer le secteur et justement développer un plaidoyer autour des enjeux de commerce équitable. Et donc, si on a bien compris, vous défendez le commerce équitable, peut-être revenir un peu plus longuement sur pourquoi finalement le commerce équitable est intéressant et pourquoi vous avez choisi à commerce équitable d'en faire un sujet de plaidoyer. Oui. Donc, en fait, Commerce Équitable France, ça existe depuis 1997. Le commerce équitable, alors qui est un mouvement qui est assez ancien finalement, se structure et qui évolue. Effectivement, peut-être parfois on en a un peu une image un peu vieillotte, mais en fait c'est quand même quelque chose qui à la fois a des fondements assez forts et qui évolue aussi avec son temps. Mais juste voilà, pour revenir sur pourquoi c'est important de parler de commerce équitable et pourquoi en fait on en a besoin, c'est que il y a d'une part cette idée de on sait, et en fait c'était une des origines, dans les euh, origines de création du mouvement du commerce équitable, et c'est toujours vrai aujourd'hui, que en fait on sait que les productions et les producteurs agricoles sont soumis à des fluctuations en termes de prix sur le marché, que parfois plus les filières sont longues, plus il y a de l'insécurité dans la façon dont sont fixés les prix, et que en fait on arrive souvent à et ça c'est très vrai à la fois sur des filières internationales mais aussi des filières françaises. On a souvent un prix finalement de vente et de revient pour le producteur ou la productrice agricole qui finalement ne couvre pas le coût de production de ces mêmes produits. Et donc, en fait, l'idée un peu de départ, c'était de se dire comment on répond à cet enjeu-là. Et donc, effectivement, il y a toute une structuration sur comment on travaille sur ces questions de juste rémunération des producteurs et des productrices. Et évidemment, quand on parle de juste rémunération, c'est pas qu'une question de prix, ça va être aussi une question de sécurisation des marchés, des partenariats et des contrats. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, au cœur du commerce équitable. Et donc, en fait, c'est un peu cette idée de commercer autrement et de rajouter des questions d'équité, en fait, dans les relations commerciales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent bien identifié par les gens et peut-être ce qui est parfois un peu moins, mais c'est aussi très central dans le commerce équitable, c'est qu'en fait, tout ça peut pas avoir lieu si ce n'est pas aussi pour accompagner les enjeux de transition écologique des pratiques agricoles. L'idée étant que, en fait, historiquement, les producteurs et les chaînes de valeur qui se sont structurées autour du commerce équitable, en fait, étaient souvent déjà intégrés des pratiques euh, respectueuses de la biodiversité, de l'environnement. Donc, on avait beaucoup, par exemple, de filières labellisées en bio. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, surtout sur les filières internationales. Et en fait, cette idée que le commerce équitable est aussi là pour répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est un peu ces deux éléments à retenir, même si bon, c'est assez systémique, hein, le commerce équitable, c'est un peu ces deux éléments à retenir.
Et donc, bah, pour soutenir ces éléments, il y a beaucoup de lois. On en voit quelques-unes ici. C'est Ouais. un secteur assez réglementé et puis avec des principes définis. Donc, je veux bien que tu nous les présentes un peu plus Ouais. longuement. Et j'en profite pour faire, avant de te laisser la parole, pour faire une incise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On prendra un temps de questions ensuite où on lira vos questions pour des raisons de simplicité. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. Et je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Sarah. Donc, en fait, peut-être effectivement dire que ça peut être un peu finalement vertigineux, là, cette diapositive où on se dit, mince, il y a plein de lois. Euh, En fait, il faut savoir que c'est plutôt l'inverse, enfin, il faut le prendre comme plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, on a la chance en France d'avoir un secteur qui est encadré réglementairement. Et donc, en fait, ça aussi, c'est une manière de se protéger, que ça soit en tant qu'acheteur public, en tant que mouvement citoyen, c'est-à-dire que ben, ça permet de dire ce qui est du commerce équitable et ce qui n'en est pas. Et donc, effectivement, la filière est organisée telle qu'il y a des contrôles qui permettent justement de garantir que les choses sont du commerce équitable ou ne le sont pas. Euh, bon, l'idée, c'est pas vous faire un cours historique sur les lois qui ont structuré le commerce équitable. Je pense que juste, vous pouvez retenir que l'idée que, effectivement, la première loi qui vraiment nomme le commerce équitable et qui l'encadre, c'est la loi pour les petites et moyennes entreprises en 2005. Mais bien souvent, on va faire référence à la loi ESS, qui est la loi Hamon, qui vient vraiment définir ce périmètre de commerce équitable et je dirais dans une matérialité assez concrète qui est les sept un peu ronds que vous voyez qui en fait sont les sept engagements du commerce équitable et donc toute organisation qui se revendique du commerce équitable doit respecter en fait ces différents engagements. Et donc, le premier, donc évidemment, c'est celui des prix rémunérateurs pour les producteurs et les productrices. On parle souvent de baser sur des coûts de production et une négociation équilibrée. Donc ça rejoint déjà ce que je vous ai dit avant et c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà identifié. Ça s'accompagne aussi de travailler sur des engagements en termes de partenariat équitable, donc le fait d'avoir un partenariat commercial sur la durée. L'idée de la durée, c'est vraiment l'idée de sécuriser les approvisionnements et les débouchés. Il y a aussi l'idée de transparence et de traçabilité des filières, parce que sans ça, en fait, finalement, tout le monde pourrait dire qu'il respecte des engagements sans être contrôlé derrière. Donc ça, c'est très important. Effectivement, en haut, enfin, celui de droite, il y a aussi un engagement sur l'idée de renforcer les organisations de producteurs et productrices avec une gouvernance démocratique. Donc, très concrètement, on va avoir beaucoup d'organisations de producteurs qui vont être sous forme coopérative. L'idée là, c'est de redonner du pouvoir d'agir dans les organisations de producteurs et donc on essaye de renforcer cette gouvernance démocratique. Euh, un autre élément, donc, je vous ai cité quatre engagements là, celui en bas à gauche, c'est peut-être pas toujours celui qui est le mieux identifié. Or, je pense qu'il peut être, enfin, il est très intéressant en termes justement de rapport de force et de redonner du pouvoir, qui est que en fait, quand on paye un produit équitable, on paye pas uniquement justement un prix juste, mais aussi on va abonder dans le versement d'un montant supplémentaire. Alors, certains parlent de fonds de développement, de primes, voilà. Et l'idée, c'est que ça va permettre de financer des projets collectifs, des dynamiques collectives. Et très concrètement, ça peut être, en France, on a des exemples de filières où les organisations de producteurs vont utiliser ce fonds de développement pour développer du couvert végétal pour aller vers plus d'agroécologie. Donc, en fait, ça permet aussi de financer les transitions écologiques. Et donc, en fait, ça, c'est aussi un levier assez puissant dans le commerce équitable.
Et pour du coup reboucler, vous voyez sur l'engagement du bas, c'est effectivement que, et ça a été le dernier engagement qui a été rajouté en fait dans la loi 2021, mais du coup c'est quand même un ensemble, que effectivement Commerce équitable dit s'engager aussi pour la valorisation des modes de production et d'exploitation qui soient respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Et donc là, c'est concrètement mettre en place des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement. Et donc, on trouve soit beaucoup de filières labellisées aussi en agriculture biologique ou alors avec des pratiques d'agroécologie. Et enfin, le dernier critère, le dernier engagement, c'est autour des questions de sensibilisation des consommateurs et des consommatrices. Et donc ça peut prendre des formes très différentes. Vous pouvez avoir typiquement des transformateurs qui vont, par exemple, inviter des écoles, des scolaires dans leurs usines pour parler du commerce équitable, sensibiliser aux enjeux d'alimentation durable. Ça va être aussi en interne des entreprises, par exemple, labellisées en commerce équitable. Ça peut être sensibiliser leurs salariés. Donc, en fait, ça peut se jouer à différents niveaux de la chaîne. Et juste, pourquoi j'ai mis le petit schéma à côté, cette petite chaîne de valeur? En fait, c'est juste pour bien faire comprendre que de fait, ces engagements, ils se traduisent différemment tout au long de la chaîne. Donc, en fait, un producteur, une organisation de producteurs, un transformateur va s'engager différemment et donc ça va se traduire différemment dans ses pratiques, la loi. Mais du coup, la loi se joue à différents niveaux et de façon différente. Et peut-être aussi vous dire, et ça je pense que c'est important, que finalement on dit souvent un produit équitable, mais en fait ce qu'on labellise dans le commerce équitable, c'est avant tout des filières, une chaîne de valeur. Et donc c'est pas tant un produit qui est équitable qu'un produit qui va être issu d'une filière équitable. Et donc en fait l'intégralité des maillons de la chaîne vont être labellisés, vont être contrôlés. Et donc en fait c'est aussi une forme de complexité, mais c'est aussi pour dire que chacun s'engage à son niveau. Et peut-être, Sarah, je crois que j'avais rajouté un petit élément en plus, peut-être, alors je ne sais pas comment marchent les... Ouais, est-ce que si tu avances... Ouais, voilà, et c'est juste pour vous préciser ici que bah, vous l'aurez compris et vous devez peut-être, vous le savez peut-être que effectivement le commerce équitable est issu vraiment d'une histoire dans les filières internationales, mais que en fait on a vu que bah, ces enjeux de juste rémunération, de transition agroécologique, en fait il y avait des agriculteurs et des agricultrices en France qui commençaient à se poser des questions et qui n'avaient pas encore les mots et la loi pour dire ce qu'ils étaient en train de faire, mais en fait, ils étaient en train de se dire qu'ils étaient en train de faire du commerce équitable. Et donc, depuis aussi la loi 2014, en fait, on reconnaît les filières de commerce équitable qui sont françaises. Alors, on parle parfois de commerce équitable origine France, mais du coup, c'est effectivement quelque chose qui est aussi reconnu. Donc, c'est filière internationale et filière française, on a les deux. Très bien. Alors, on voit sur ton schéma le petit caddie. Je propose qu'on quitte le caddie pour aller dans des achats un peu plus importants qui sont ceux de la restauration collective et que tu puisses nous en dire un peu plus sur bah, pourquoi déjà la restauration collective est un acteur et Oui. un acheteur important pour les filières du commerce équitable et fait finalement en quelque sorte partie de ces filières aussi sans doute. Et aussi peut-être plus encore le comment et de manière concrète parce que c'est aussi l'enjeu de ces webinaires de partager sur ce sujet. Oui, et donc effectivement, alors je pense que ça sera encore enfin, illustré encore plus concrètement après, après moi avec Grégory, mais effectivement, l'idée de se dire que en fait, le commerce équitable n'est pas toujours, à mon sens, hein, bien identifié, mais en fait est un levier justement pour renforcer ses engagements vis-à-vis de la loi Egalim et donc des objectifs des 50% de produits durables et de qualité. Et donc, en fait, depuis la loi climat et résilience de 2021, en fait, les produits de commerce équitable
rentrent en fait dans ces 50% de produits durables et de qualité. Et sachant que ce que je disais auparavant, c'est qu'en plus, il faut savoir que bah, de fait, c'est intéressant parce que il y a des produits qui vont être de commerce équitable issus de filières françaises. Donc, parfois, ça peut aussi répondre à d'autres enjeux qu'on peut avoir sur l'approvisionnement plus local. Et peut-être aussi dire que bien souvent, on a aussi des produits qui vont être doublement labellisés, donc bio et équitable. Mais donc, effectivement, ces produits existent. Nous, chez Commerce Équitable France, parce que je disais, on produit voilà, pas mal d'expertise pour justement développer le secteur. Et donc, on a produit un certain nombre, une sorte de un peu de boîte à outils, justement pour outiller notamment, alors ça peut aller autant des personnes qui vont être plutôt dans la partie gestion de restauration collective à plutôt des personnes soit en responsabilité au niveau politique pour savoir pourquoi on voudrait choisir du commerce équitable, parce que parfois il faut passer par là avant de se dire le comment. Mais en fait, on a voilà, ce certain nombre. Là, il y a, alors je ne sais pas, Sarah, si le PowerPoint est envoyé, mais en tout cas, j'ai remis les liens. Donc, je ne vais pas vous les présenter maintenant, mais on a quand même voilà, un guide, une fiche technique qui est très concrète sur comment on réussit son sourcing équitable et qui a été produit en lien avec, en partenariat avec le CNFPT. Et peut-être aussi dire qu'on a parce que parfois ça aide aussi de savoir bah, ce que font les autres ou comment ils ont mis en place ça, des fiches expérience et avec des exemples le département d'Ille-et-Vilaine qui a décidé là de faire le choix de mettre 100% de café équitable, par exemple, et on va avoir justement des gens qui vont plutôt travailler sur équitable et local, voilà, autour des filières de légumineuses. Donc voilà, on a différents exemples. Et peut-être, oui, Je la suis. diapo suivante, qui est ma dernière diapo, qui est que, bon, c'est pas moi qui vais vous apprendre que, bon, une fois qu'on s'est dit que, il fallait qu'on travaille notre approvisionnement vers plus de qualité, plus de produits durables, plus de produits sains, ben, en fait, c'est un autre, une autre boîte qu'on ouvre avec voilà, plein d'enjeux techniques et tout, et notamment en termes de marché public, de quelle offre, vers quelle offre on se tourne. Ça, on a aussi des outils, mais juste dire peut-être que effectivement, un peu à retenir, c'est que je dirais que voilà, par quoi commencer quand on veut réfléchir sur ces enjeux de commerce équitable? Bon, je pense déjà se poser la question de pourquoi on le fait, et donc c'était un peu les enjeux de ce que j'ai dit avant. Peut-être redire effectivement, et je disais que j'allais revenir à la question des labels, il y a quelque chose qui est pour moi assez finalement éclairant, c'est qu'en fait, on a des labels qui nous permettent d'identifier ce commerce équitable et voilà, de nous dire ce qui est du commerce équitable, ce qui en est moins. À noter que je me permets ce petit encart-là, mais il va y avoir un décret qui va être publié, voilà, même si donc qui va officialiser la reconnaissance des labels, mais bon, il y a, disons, une reconnaissance à ce stade qui est plutôt pas encore validée réglementairement parlant, mais qui va bientôt l'être. Et donc, vous voyez, en fait, on a, alors pardon, j'ai laissé le label de tourisme durable, donc là, on est moins concerné là pour aujourd'hui. Mais vous avez en fait ces 7 labels-là. Et donc, vous avez des labels à la fois qui vont labelliser des filières qui sont soit internationales, soit Origine France. Je pense que en général, les gens connaissent celui de Max Havelaar, qui est le bleu, noir et vert. Mais en fait, il y en a d'autres. Vous avez Biopartenaire, Fair for Life notamment. Et vous avez aussi des labels qui sont plus récents, ceux-là évidemment, mais c'est ceux que vous voyez à droite qui sont des labels filière Origine France. Et donc justement, eux qui ont un cahier des charges où en fait, pour être labellisé chez eux, il faut avoir des produits, enfin des filières uniquement françaises. Et même si on va plus loin, celui qui est tout à droite, vous voyez, bio-équitable en France, lui, c'est carrément France et bio et équitable, évidemment. Et donc, voilà, donc selon les labels, en fait, parfois, effectivement, ça peut rajouter, certains peuvent penser que ça
enlève de la lisibilité parce qu'il y a un peu trop de parfois on parle de jungle des labels. En fait, c'est historiquement, le mouvement s'est créé comme ça et donc en fait, ça correspond à différents types de mouvances, de mouvements et notamment plus citoyens, plus entrepreneuriaux, voilà. Mais en fait, après, les cahiers des charges diffèrent et ça peut dépendre aussi de ce qu'on cherche. Mais donc, déjà, je pense que ça, l'élément de reconnaître les labels, c'est déjà un bon pas justement pour se dire et se simplifier la vie dans ce qu'on cherche et quand on veut avoir des produits de commerce équitable. Peut-être aussi dire que le deuxième point, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que parfois l'offre et notamment et pas aussi visible que ce qu'elle pourrait être. Et on n'identifie pas toujours tous les produits de commerce équitable. Et là, je vous invite à aller voir notamment sur notre site, alors qui n'est pas complètement exhaustif, mais qui a le mérite de montrer en fait tous les produits auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qui existent en commerce équitable. Vous devez certainement identifier bah, le café, le cacao, les bananes, et donc ça qui vont être plutôt, enfin, sauf parfois bananes, mais sur les filières internationales. Mais en fait, on a pas mal de produits en France de commerce équitable et je pense pour la restauration collective, on a aussi beaucoup de tout ce qui va être autour des légumineuses donc, qui sont intéressants pour la restauration collective, les produits laitiers évidemment. Il y a aussi tout ce qui va être pain, viennoiserie. Donc, en fait, il y a quand même une offre qui commence à s'étoffer autour du commerce équitable. Et donc, voilà, je vous invite voilà, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et effectivement, si vous avez aussi des enjeux d'approvisionnement plus local, il y a une offre de commerce équitable qui existe près de chez vous. Alors, elle est pas un peu, elle est répartie de façon un peu hétérogène, évidemment. Donc, selon les endroits, on va avoir un peu plus de filières structurées, d'autres moins. Mais il y a des choses quand même qui existent. Euh, et puis voilà, et puis le dernier point, c'est de se dire passer à l'action. Et effectivement, je vous invite hein, aussi, pareil, sur le site à aller voir justement très concrètement sur les marchés publics, comment écrire son marché public pour faciliter ça. Et et je finis, Sarah. Peut-être dire aussi que ce qu'on a remarqué, moi, quelque chose que j'ai eu, c'est que parfois les gens disaient, ah, mais moi, mon fournisseur n'a pas d'offre en commerce équitable. Et parfois, à l'inverse, on me dit de certains fournisseurs qui me disaient, ah, mais moi, en fait, mon acheteur public, il me demande jamais de produits en commerce équitable, donc je n'en mets pas dans mon catalogue. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, déjà, entamer une première discussion avec son fournisseur pour justement voir ce qu'il pourrait avoir en commerce équitable, lui permet aussi, lui, de s'engager justement sur une ouverture de son catalogue à ses produits. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui se structure, mais il ne faut pas hésiter justement à commencer à lancer ces dialogues-là. Merci beaucoup, Julie. Juste une précision, la carte, si on veut zoomer dessus, elle est aussi sur votre site, je suppose. Alors, elle n'est pas encore sur notre site. Question piège, pardon, je ne pensais pas. Ouais, non, 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 non. Non, en fait, pardon, je veux pas reprendre, mais en fait, ça rajoute une. Là, en fait, c'est une carte des organisations de producteurs. D'accord. Et en fait, c'est vrai que le commerce équitable aussi parfois rajoute une petite complexité parce que parfois, on a les organisations de producteurs, on a aussi les transformateurs locaux. Et donc, en fait, nous, on essaye de trouver un format justement pour pouvoir mettre en avant ça. Mais en fait, si ça vous intéresse, en fait, le mieux, c'est de nous contacter parce qu'on a une base de données un peu plus riche et justement, on peut mieux orienter aux besoins. Voilà. D'accord. Bah, merci pour cette précision. Bah, je propose justement, vu que tu termines sur passer à l'action, de passer tout de suite au témoignage de Grégory, donc de la Caisse des écoles du 20e, qui va pouvoir nous présenter la Caisse des écoles et puis aussi comment ils sont passés à l'action. Et on prendra un temps de questions pour l'ensemble, à la fois pour toi, Julie, et pour toi, Grégory, en fin de séquence. Donc, Grégory, bonjour à toi.
Bonjour Madame Pécasse. Ah, il y a Grégory et Marie-Dominique Eh oui, bonjour. qui Bonjour à animent ces tous. questions-là. On a eu une double intervention comme ça. Bonjour. La première question, c'est un peu de présenter la Caisse des écoles et son action et où elle en est sur Egalim. Très bien, merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, la Caisse des écoles du 20e arrondissement est un établissement public qui assure la restauration scolaire dans les établissements publics de l'arrondissement, donc 80 écoles dans le 20e arrondissement, un peu plus de 13 500 repas tous les jours, 12 000 enfants et 1 500 adultes dans l'encadrement de la pause méridienne et des 350 agents de la Caisse des écoles, puisque l'ensemble de nos métiers ici dans le 20e arrondissement sont assumés par des agents publics, parce que nous dirigeons une régie publique en liaison froide et engagé dans évidemment le respect de la loi et de la loi Egalim. Vous voyez nos résultats au titre de l'année 2024, 96% de nos produits sous signe de qualité, dont 63% de bio. Et dans ces résultats, on estime que 15%, enfin c'est pas on estime, on calcule que 15% sont issus de filières équitables Nord-Nord. J'y reviendrai tout à l'heure sur la nuance équitable France ou équitable Nord-Nord, ce qui m'importe, notamment compte tenu des débats, d'être tout à fait clair sur la règle des marchés publics. Mais au-delà de ce que dit la loi, et comme gestionnaire d'un établissement public, il est bien normal de ma part de la respecter, elle l'est bien plus que ce qu'elle nous demande de faire. La Caisse des écoles est engagée dans le plan d'alimentation durable de la ville de Paris, qui est supra-Egalim, hein, et qui engage les gestionnaires de la restauration collective parisienne du 0-107 ans à aller plus loin que ce que dit la loi et fixe, et nous fixe à l'horizon 2027 100% d'alimentation sous signe de qualité, dont 75% de bio et dans ces 75% de bio, 50% local. Et donc, la traduction pour nous à Paris, c'est que ces 96% des Galim sont transformés en 76% alimentation durable, puisque le PAD ne reconnaît pas un certain nombre de critères comme l'AOP, l'AOC, l'IGP ne reconnaît pas ces signes de qualité Egalim dans son plan. Et donc, je me suis fixé comme règle autant que de respecter la loi, d'atteindre en 2027, sans savoir si c'est au 1er janvier ou au 31 décembre, en tout cas dans le courant de l'année 2027, de remplir ce que les élus ont adopté à l'unanimité du Conseil de Paris en 2022, ce plan. Et pour atteindre ces 100% d'alimentation durable, en imaginant que sur la part de bio, qui va être autour de 68-70% peut-être en 2025. Donc les 5-6 points qui me manquent, je sais où je vais aller les chercher pour faire 75% de bio. Mais pour faire 100% alimentation durable, puisque dans ce PAD, on va compter le label rouge par exemple, et on va compter le commerce équitable. J'ai identifié avec Marie-Dominique, c'est pour ça qu'elle est à mes côtés et qu'elle porte ces sujets-là pour la Caisse des écoles. Nous avons identifié que ce levier massif du commerce équitable Nord-Nord pourrait nous permettre d'atteindre les 100% d'ici 2027. Tu commences à aller plus loin que les questions. Donc, en effet, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur pourquoi vous avez choisi de privilégier sur la démarche équitable Nord-Nord. Est-ce que vous en attendez à la fois pour la Caisse des écoles, mais sans doute aussi au-delà pour votre mission de service public au service de l'alimentation des jeunes du 20e? Alors, tu l'as bien dit, et puis ça fait écho à ce qui a été dit précédemment. Moi, je fais de ce levier autant un levier d'action me permettant de remplir les objectifs qu'on m'assigne en tant que gestionnaire, mais pour finalement être plus large, pour de ceux qui me connaissent un petit peu dans notre environnement institutionnel parisien et national sur ces sujets de restauration collective, finalement, je pourrais aussi dire en totale transparence que je m'en fiche un petit peu d'être le bon élève. Hein. Je l'ai jamais été, et donc c'est pas maintenant que je vais le devenir. Mais c'est de surtout faire de ce levier d'achat quelque chose qui participe de la transition écologique et de la transition sociale de mon établissement. Qu'à travers la main de l'acheteur public que je suis aujourd'hui, 2,5 millions de repas par an, 6,5 millions de denrées alimentaires au titre de l'année 2025, ça compte. Et la puissance de cet achat, même si certains continuent à pondérer que oui, mais la restauration scolaire, c'est 8 mois et demi, 9 mois dans l'année,
que ça baisse beaucoup dans les grandes périodes d'été, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais que de ceux qui sont capables de se passer d'un volume d'achat comme ça dans une année viennent me le dire, je me passerai d'une relation marchande avec eux, d'une relation de commerce avec eux, et je me tournerai vers d'autres. Et c'est comme ça que ce chemin a été fait il y a maintenant 3 ans à la Caisse des écoles, c'est de se dire comment cet achat participe de la résilience alimentaire de notre pays. Comment de très beaux produits faits au nord, alors certes on écrit Origine France, mais faits au nord, dans le parallélisme des formes par rapport au sud, peut participer de bien nourrir et de prendre soin de nos enfants accueillis dans nos cantines chaque midi. Parce que c'est d'abord ça qui nous importe toutes et tous, c'est de prendre soin des enfants qui nous sont confiés par leurs parents chaque midi et de mettre à leur disposition dans le plateau et sur la ligne de sève des produits de qualité. Et que le sourcing permanent que Marie-Dominique, que moi-même, que mes équipes font pour être au rendez-vous de la qualité de cette assiette et de participer de la résilience alimentaire dans notre pays, c'est de convaincre, et sur ce chemin-là, on a des exemples probants, des fournisseurs, je pense, et c'est la slide d'après, aux agriculteurs dans le Perche qui font un merveilleux yaourt et qui font des produits de très grande qualité, que je rencontre un peu par hasard au salon Restoco, qui essaient de pénétrer nos marchés en disant mais nous on a un très beau produit, il est pas cher, il est sain, il est fait dans des conditions incroyables, on est sorti des mains d'un très grand laitier national pour être autonome et pour avoir une démarche de valorisation de nos territoires, de nos prairies, de notre lait. C'est un lait de très grande qualité, mais on n'a pas de label, on n'est pas bio, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, et que sur ce chemin-là, je leur dis, mais si vous voulez pénétrer nos marchés, il va bien falloir convaincre des acheteurs comme moi ou comme d'autres que votre produit, il va permettre quand même de remplir les cases des Galim ou du PAD. Et que sur ce chemin-là, les achats déjà probants en commerce équitable, qui nous ont valu déjà plusieurs récompenses des trophées organisés par Fairtrade notamment, nous ont permis de convaincre les équipes de Fairtrade de nous accompagner dans les études nécessaires à ce que des fournisseurs qu'on aimait, qu'on voudrait faire travailler, puissent être enregistrés comme participants de cette démarche de valeur ajoutée sociale et territoriale et, euh, de renforcer l'identité, voilà, tout ce qui est indiqué sur notre slide, de la production de ces produits. Voilà où nous en sommes, tout autant que, pour être en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, tout autant que ce que nous faisons par nous-mêmes vaut aussi dans la relation partenariale qu'on a tout au long de l'année avec nos fournisseurs, d'identifier avec eux l'ensemble des produits, et ils sont nombreux, ça a été dit tout à l'heure, qui sont estampillés commerce équitable Nord-Nord. Je pense notamment au sel. Moi, j'ai un sel de table et un sel de cuisine qui vient de l'île de Noirmoutier. Il est agri-éthique, tout autant qu'on a rapidement identifié aussi chez un fournisseur de produits surgelés, en pouvant imaginer qu'il n'y a pas de produits sous signe de qualité ou de produits équitables chez un fournisseur de produits surgelés. Bah si, ils ont des gammes entièrement dédiées en agri-éthique aussi. Donc voilà, de dire aux acheteurs, bah, en fait, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez dans l'assiette des enfants, donc c'est à vous de dire à vos fournisseurs, je veux tel produit, je veux que vous alliez me chercher telle et telle gamme. Voilà ce que nous disons aujourd'hui pour garantir cette souveraineté alimentaire. Et du coup, tu viens de l'aborder, mais c'est vrai qu'au-delà de l'achat, c'est vraiment une relation partenariale et l'accompagnement presque, quoi, oui, je pense qu'on peut enlever le presque, l'accompagnement à l'émergence de filières ou au renforcement de filières naissantes, existantes, et Oui, que c'est parce vraiment un que dialogue et une co-construction. exactement. Moi, quel est le chemin enfin, le chemin qu'on a emprunté, je viens de vous le raconter. La démarche, me semble-t-il, est probante et elle ne cesse d'être valorisée. Ce qu'on me dit sur le terrain, dans les fermes, dans les champs, euh, et pardonnez-moi l'expression, au cul des camions, hein, c'est de se dire, mais en fait, si vous n'êtes pas là, vous, les maraîchères et les maraîchers, les agricultrices, les agriculteurs, toute cette chaîne de valeur qui participe de la résilience alimentaire de notre pays dans ces périodes d'extrême tension sur beaucoup de matières premières,
sur les crises sanitaires, sur la crise de l'élevage, etc., etc. Mais de continuer à leur dire, mais heureusement que vous êtes là et heureusement que vous tenez le coup, parce que moi, j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, et si les distributeurs sont pas là pour faire venir jusqu'aux portes du 20e arrondissement, c'est-à-dire jusqu'à la porte des Lilas, à ma cuisine, à la cuisine Paul Meurice, pour cuisiner tous les jours avec mes équipes. Elles sont encore là sous mes pieds. Hein. La cuisine, elle est sous mon bureau. Si ce monde-là n'est pas là, qu'est-ce que je vais donner à manger, moi, aux enfants que j'ai tous les midis? Et donc, de me garantir que la matière première m'arrive en toutes circonstances. C'est l'exemple que j'affiche de cette convention quadripartite qu'on a menée et qu'on a signée en avril dernier au Salon de l'Agriculture avec les fermiers de Loué, avec mon distributeur qui est le Normandie à Paris, et avec le transformateur qui est Ovoteam lui-même étant agriéthique, de dire voilà comment ensemble on se garantit de la structuration d'une filière, puisque le PAD de la ville de Paris dit 100% de vos produits d'œufs bio, et ben nous on l'a renforcé d'un équilibre d'une convention quadripartite avec les fermiers de Loué. Nous, nos œufs, ils sont 100% bio fermiers. Et ben je peux vous assurer que depuis que cette convention est en œuvre, c'est-à-dire objectivement depuis les premières commandes d'avril de cette année, bah, tous mes services ont été garantis, bien que ça soit difficile dans le pays de trouver des œufs bio, bah, grâce à ce que j'ai fait, grâce à ce que j'ai accepté de mettre comme les centimes nécessaires dans le cadre de cette démarche et cette volonté affichée, bah, ça m'a garanti en permanence que j'avais mes ovoproduits pour faire mes services d'œufs écalés en entrée, pour faire ma pâtisserie, pour faire mes œufs brouillés maison, ben, bref, pour cuisiner au quotidien avec des œufs. Et on savait que depuis plusieurs mois, la crise et les ruptures qui nous étaient opposées, bah, tout ça aujourd'hui, je touche du bois ou de la peau de singe, mais tout ça aujourd'hui est derrière nous. Et sur ce même chemin, ce qu'on a engagé au même moment, au moment de la Salon de l'Agriculture, c'est la démarche Pure Perche, j'en ai parlé, et c'est une autre démarche autour de la viande bovine qui s'est vue pour nous être en confrontation avec notre fournisseur qui nous indiquait être régulièrement en rupture sur de la viande bio, de la viande label rouge, et aussi qui m'opposait à une réalité de marché qui était la question du prix, et qu'au bout d'un moment, moi, je peux pas non plus faire sauter tous les verrous et accepter tout et n'importe quoi. J'ai des comptes à rendre, j'ai un budget à tenir, j'ai un équilibre budgétaire à garantir à la ville de Paris qui massivement soutient cette politique publique. Donc, je ne nie pas qu'on a beaucoup de chance, énormément de chance à Paris d'être accompagné, soutenu, poussé, mais dans le bon sens du terme, pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et je salue Audrey Pulvar qui, sans elle et sans cette conviction permanente qu'elle a auprès des gestionnaires en disant allez-y, on soutient cette politique et il faut accélérer, eh ben, on n'aurait pas réussi. Et donc, pour terminer sur la question de la viande, même si aujourd'hui c'est plus nuancé, c'est le même parcours qu'on a eu avec Pure Perche ou qu'on a eu avec Ovoteam, c'est-à-dire de mettre tous les acteurs autour de la table, le transformateur, le fournisseur, les éleveurs et l'ensemble de la filière de viande bovine avec l'interprofession et la chambre d'agriculture en disant voilà comment vous accepteriez d'être audité, challengé par les équipes de Fairtrade aussi sur ce sujet-là, parce que la Caisse des écoles est capable d'avoir un engagement sur la durée de tant de bêtes sur une année, à peu près 70 bêtes nous faudrait pour travailler à l'équilibre, ce qui est aussi une démarche massif de dire à des éleveurs, en fait, à part les, les, les pièces les plus nobles qui trouvent des débouchés ailleurs en demi-gros ou en détail, se dire, voilà, moi je prends l'entièreté de la bête sur deux voire trois services qui est un émincé, un, un piécé et du haché ou de la saucisserie. Et donc, dans la période très, très dure qu'on vit sur trouver de la matière première et pas se la faire piquer, la démarche et la labellisation de la première filière viande commerce équitable Nord-Nord grâce à Fairtrade et avec la Caisse des écoles et l'organisation professionnelle Jeunes Bovins d'Île-de-France, acté fin août, est aussi une nouvelle démonstration de ce qu'on a voulu faire, de ce qu'on a réussi à faire et de ce qu'on va continuer à faire. Pas, je terminerai là-dessus, pas pour cocher des cases, pas pour faire 100%, pour faire 100%, c'est d'abord parce que c'est utile au territoire, parce que c'est utile au monde agricole, parce que c'est utile à ce que nous avons à faire tous les jours, prendre soin
et préparer les enfants que nous avons à nourrir tous les midis à être, espérons-le, demain, des citoyens et des consommateurs un peu plus éclairés. Oui, et je le salue parce que j'ai aperçu son visage tout à l'heure, je salue Thierry d'Interbev. Oui, on met moins de viande dans nos assiettes, mais on met mieux de viande. Oui, on met des produits de très belle qualité sur les yaourts, sur le fromage. Bref, on cherche partout où c'est possible tous les leviers d'action d'être utiles à la résilience alimentaire du pays. Parce que là-dessus, j'assume complètement d'être nationaliste. Oui, il faut aider nos agricultrices et nos agriculteurs. Il faut aider le monde paysan à s'en sortir. Et puis, de continuer à prendre soin de nos enfants en s'assurant que quand ils sont aujourd'hui entre nos mains, ils viendront pas nous reprocher au moment où ils seront adultes d'avoir fait n'importe quoi pour eux au moment où nous avions à les avoir dans nos cantines. Merci beaucoup. Une dernière petite question aussi, parce qu'on a présenté là plutôt des filières animales, que ce soit vos produits lait ou viande. Il y a aussi, je suppose, beaucoup de produits végétaux qui sont disponibles en commerce équitable et qui sont utilisés à la caisse des écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur peut-être les... Julie parlait tout à l'heure, par exemple, des légumineuses qui sont une possibilité. Ces produits-là, voilà, vous en servez aussi, je suppose, et juste dire un mot pour pas que les Ouais, filières fonctionnent que sur du Marie-Dominique, pour le coup, pour te laisser toute ta place aussi, Mais peut-être de parler d'Agriparisen, du territoire qui nous concerne notamment sur les ouais. légumineuses. Sur les légumineuses, effectivement, en fait, c'est assez récent, ça a été une démarche assez longue. Euh, Terre du Pays d'Hôte, qui est installé sur les aires de captage d'eau de Haute-Paris dans l'Yonne, a obtenu ils sont en bio et ils sont aussi en équitable. Euh, et là, ça concerne aussi bien les relations avec les producteurs, 100% des producteurs, que les relations internes avec les salariés de l'outil, de ce qu'est cet outil Terre du Pays d'Hôte. Euh, et pour nous, c'est une démarche hyper importante. On a trouvé avec eux une solution, puisqu'ils ne l'avaient pas encore à l'époque, d'accélérer en tout cas la possibilité pour nous d'acheter ces légumineuses en les mettant en lien avec un outil de cuisson qui était proche de chez eux et qui permet aujourd'hui d'avoir l'ensemble de nos légumineuses en bio et équitable, euh, issues du territoire de Lyon. À ma connaissance, ils sont aussi en train d'accélérer sur d'autres filières. Oui. Donc, toujours avec ce cahier des charges commerce équitable Nord-Nord. Merci beaucoup. Et je propose maintenant qu'on prenne les questions. Peut-être que Marie-Cécile, tu peux faire un tour dans le chat et nous rapporter les questions pour les uns et pour les autres. Et Julie, Grégory, Marie-Dominique, je vous laisse la parole pour répondre aux questions. Alors, il y a une question auquel on a répondu dans le chat pour bien préciser que effectivement les produits issus du commerce équitable sont bien à décompter dans les objectifs des 50% de produits durables et qualité de la loi Egalim. Peut-être que Julie veut préciser là-dessus. Oui, oui, en fait, c'était un peu du coup l'objet enfin en partie de mon propos, c'est effectivement hein, les produits de commerce équitable rentrent dans les 50% de produits durables de qualité. Ce que je disais, je rajoutais qu'il s'avère que dans certains cas, il y a des produits qui sont à la fois équitables et bio, et donc ça peut aussi faire partie des 20%. Et effectivement, les dernières actualités sur notamment les télédéclarations de ma cantine, c'est que donc ça sera sur des parties non obligatoires. Donc il y aura toujours cette idée d'une télédéclaration simplifiée et avec certains éléments obligatoires et d'autres non, mais où on pourra valoriser la partie équitable. Donc, dans les produits bio, c'est-à-dire qu'il y aura produits bio dont équitables, donc on pourra valoriser ces produits-là ici, ou alors des produits non bio et qui sont équitables. Donc ça va évoluer l'année prochaine, du coup, enfin au moment du lancement de la campagne de ma cantine. Mais oui, oui, effectivement, ça fait bien partie de ça. Et donc, c'est à ce titre
que ça en devient aussi intéressant, même si effectivement, je rejoins ce que Grégory a proposé, c'est que on n'est pas là pour cocher des cases et remplir des chiffres de produits. C'est bien les démarches, enfin, le raisonnement qu'il y a derrière et la logique, mais que en fait, ça peut être aussi un moyen en interne parfois de tirer le fil, justement, de dire que ça permet aussi de répondre aux objectifs d'Egalim. Très bien. Donc, sur une question qui vient d'apparaître, donc on ne peut pas compter deux fois un produit qui serait bio et issu du commerce équitable. On ne le compte qu'une fois. Donc, si vous n'êtes pas à vos 20% bio, mettez-le dans le bio. Et puis c'est au moins 20%. Donc voilà, en général, on priorise le bio, mais d'où l'intérêt de ces modifications qui sont en cours, qui permettront de sentir, ça augmentera pas si c'est bio et quitte à votre pourcentage de produits Egalim, mais on pourra nous suivre le fait que dans les produits bio, il y a des produits issus du commerce équitable. Et ça, c'était une demande importante. Et pour les produits qui sont équitables et non bio, donc vous pouviez d'ores et déjà les déclarer dans les produits Egalim. Il vous faudra bien sûr continuer à le faire. On a une question peut-être pour Grégory sur les répercussions sur les prix des repas. Sur les produits équitables, mais peut-être aussi plus largement sur ce résultat très élevé de produits durables et de qualité dans les achats à la caisse des écoles. Oui, alors je vais essayer d'être le plus équilibré possible, ce qui n'est pas une de mes meilleures qualités quand même, hein, d'être équilibré. Mais d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance, un levier d'action majeur sur la part de budget alimentaire pour mon établissement, mais parce que quand j'en ai pris la direction il y a 4 ans et demi maintenant, il était le plus mauvais élève, en tout cas celui le plus à la traîne d'atteindre les objectifs d'Egalim et de la loi, et que sur cette période-là, comme chacune et chacun d'entre nous, on a pris la guerre en Ukraine, on a pris les crises climatiques, on a pris ces 20% d'inflation. Donc moi, je suis passé d'1,30 € goûter inclus en coût denrée à 2,60 € en 5 ans. Donc je suis pas le bon exemple. En tout cas, ce que je sais vous dire sur la part de est-ce que le commerce équitable Nord coûte plus cher? Non, c'est pas vrai. Je fais la démonstration sans rentrer dans les détails du prix, puisque ça reste une relation contractuelle entre les fournisseurs, enfin les fabricants, en tout cas je parle ici de Pure Perche et le distributeur, mais on est dans une gamme de prix qui n'est pas un prix bio, pas le prix d'un yaourt bio, il y a quand même plusieurs centimes d'écart, et on reste traditionnellement à 1 ou 2 centimes près dans un prix unitaire de yaourt qui vaut celui traditionnellement vendu, sans citer le grand acteur ou les grands acteurs pardon, de la place nationale. Mais voilà, non, un produit fermier, un yaourt local euh, vaut, euh, vaut celui que vous trouvez habituellement dans votre BPU de BOF. Donc, ça n'est pas un surcoût. Euh, euh, Ça n'est pas un surcoût. Voilà. Ça, je l'affirme sur la question de la viande. On en a fait la démonstration. C'était pour nous l'assurance de continuer à mettre de la très belle viande de qualité, labellisée, parce que pour le coup, sinon ça m'aurait fait baisser les résultats à des prix sortis qui, au dehors de l'indice de rémunération mensuel et d'augmentation, restait un prix tout à fait acceptable. Voilà. Peut-être une précision de mère parisienne. Tout ceci a été fait sans changer par contre les coûts payés par les familles. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'en ai une peut-être pour Julie parce que on a été interpellé par plusieurs adhérents qui ont vu des publicités d'acteurs qui vendent des démarches de juste rémunération en disant vous allez pouvoir le décompter dans Egalim alors qu'ils ne sont pas sous un des labels du commerce équitable que vous référencez. Donc, comment on fait face à ça? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Et qu'est-ce qui compte vraiment dans Egalim? Est-ce que toute démarche de juste rémunération, même privée, peut être décomptée?
Alors, oui, en fait, enfin, je pense qu'il y a un peu aussi, j'ai plusieurs façons de répondre, c'est-à-dire que quand effectivement on a vraiment à cœur de s'inscrire dans le commerce équitable et donc à ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire respecter ces engagements qui sont cités dans la loi, effectivement, il n'y a pas voilà, enfin, c'est assez clair là, le chemin à saisir. Et effectivement, alors, c'est aussi une des complexités avec lesquelles nous, on est obligés de composer, c'est qu'il y a une loi, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment la dernière qui est de 2021, qui, juste pour vous informer, dit que effectivement, euh, maintenant, pour être reconnu de commerce équitable, il faudra se référer à un des labels qui sera dans une liste qui va être reconnue par l'État. Et donc, cette liste a été, enfin, l'idée de la liste, donc cette publication de reconnaissance publique des labels existe depuis 2021, mais le décret est toujours en attente. Donc voilà, donc nous, on prend notre mal en patience, mais donc en fait, on sait que c'est un souci parce que il faut savoir que en fait, là, on est un peu dans un entre-deux. Mais disons que le jour où ce décret est publié, donc il est voté quand même, hein, donc voilà, mais le jour où ce décret est publié, les démarches enfin, par exemple, on ne pourra plus dire voilà, je fais une production équitable. En fait, ça, effectivement, le terme est encadré et donc il faudra respecter. Donc soit se mettre un peu en conformité des engagements du commerce équitable ou alors utiliser d'autres termes. Et donc effectivement, le terme de juste rémunération en tant que tel ne fait pas partie de la loi. Donc, moi, ce que je dirais en étant plutôt précautionneuse et aussi en mettant un peu de perspective par rapport à ce que, effectivement, aussi, moi, comment je suis engagée vis-à-vis du secteur du commerce équitable, je dirais que ça peut être parfois plus simple de se référer au label, à la réglementation, parce que au moins il y a des contrôles et les contrôles, en fait, c'est aussi, ça permet de garantir justement ces questions de juste rémunération. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de cas où enfin, j'échange soit avec des collectivités en disant, ah, nous, on est pour la juste rémunération et quand on leur demande ce qu'ils font, ce qu'elles font comme type d'action, bah, finalement, elles sont pas souvent en mesure de dire finalement ce qui est mis en œuvre derrière. Donc, le commerce équitable, mais c'est pas la seule démarche, mais permet en fait d'aller vers ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et après aussi, et ce qui est compliqué, c'est que dans, je pense, la panoplie des démarches de juste rémunération, tout n'est, entre guillemets, ne se vaut pas du tout. Je pense que honnêtement, là, c'est mon avis personnel, il y a des choses peut-être qui sont très bien, qui ne sont pas de commerce équitable, mais qui sont très intéressantes parce que se sont mis en place avec des démarches entre un acheteur public qui a structuré une filière et qui a travaillé cette question de la juste rémunération. OK, c'est pas labellisé commerce équitable, mais il y a eu toute cette réflexion. Donc, bon, ça, in fine, peut-être que c'est aussi intéressant. Par contre, ça peut pas être valorisé dans Egalim. Il y a ça aussi, cette réalité. Et après, je pense qu'il y a parfois un peu, nous, on parle parfois de faire washing, donc faire au sens de équitable. C'est-à-dire que je pense que dans certains cas, par contre, les démarches ne sont pas du tout bonnes et ne vont pas du tout dans le sens des questions de juste rémunération. Et aussi ne pas oublier que dans le commerce équitable, il n'y a pas que la question de la juste rémunération, il y a aussi les questions de pratiques respectueuses de l'environnement. Et c'est très important. Et donc, potentiellement, quand on va vers nous, en fait, je dis nous, pardon, mais donc c'est nous au sens très large, de l'idée aussi, c'était de se dire, bah, on ne veut pas que ça soit juste une carotte, la juste rémunération pour mieux rémunérer. Il faut que derrière aussi, il y ait des transformations des systèmes agricoles. Et donc, en fait, c'est aussi dans le commerce équitable, allier les deux, et ce qui est pas forcément le cas des démarches, entre guillemets, simplement de juste rémunération, avec toute la diversité que ça peut avoir à l'intérieur. Oui, donc pour reprendre ce que du coup, c'est pour simplifier, aujourd'hui, si j'ai une proposition juste rémunération commerce équitable,
Je me réfère sur la plateforme, le site de la plateforme de commerce équitable, je vérifie les logos des labels existants et si c'est un de ces labels, il n'y a aucun souci, on peut le mettre dans Egalim. Si ce n'est pas un de ces labels, c'est aujourd'hui pas valorisable dans Egalim, sauf je me permets, si vous utilisez le critère de choix selon les externalités, la prise en compte des Mm. performances environnementales et de l'approvisionnement direct, vous savez, c'est le petit critère que la loi climat a rajouté dans les objectifs EGalim, qui est très compliqué pour l'instant à utiliser. On planche en ce moment sur des méthodes par filière de produits, et donc on espère dans quelques temps que vous pourrez savoir le faire. Mais donc, dans cette période de manque de méthode, effectivement, les labels du commerce équitable sont une vraie roue de secours pour nous, pour pouvoir valoriser d'autres produits, et notamment avec ce déploiement important des produits de commerce équitable Nord-Nord, sur toutes les gammes, comme ça a été très bien dit par l'ensemble d'entre vous. Et je pense qu'il faut vraiment voir les labels un peu pour moi comme une boussole, quoi, en fait, hein. C'est vraiment, ça nous aide à discerner. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas être non plus trop voilà, fermé dans ce panorama-là, mais en fait, c'est aussi facilitant et c'est une boussole pour discerner ce qui est effectivement du commerce équitable ou non, quoi. Il y a une autre question qui fait écho aux difficultés que l'on a aujourd'hui dans l'approvisionnement, notamment des viandes, mais ça a été évoqué par Grégory Mèche aussi au niveau des œufs et ovoproduits. La question, c'est de savoir si pour d'autres produits comme le porc, la dinde, l'agneau, est-ce qu'il existe là aussi des produits de filière commerce équitable, parce que c'est des produits qui sont de plus en plus difficiles à en trouver sous signe officiel de qualité à l'heure actuelle. Alors, oui, il en existe, mais en fait, c'est vrai que enfin voilà, c'est sûr que ce sont pas les filières les plus nombreuses en commerce équitable sur la partie nord-nord. Voilà, donc à part vous dire oui, il y a quelques exemples, mais effectivement, c'est pas ce qu'on va retrouver le plus souvent. Et peut-être aussi souligner le fait que, un peu à la manière qu'a décrit voilà, Grégory, c'est aussi cette idée de parfois aussi, il y a des structurations qui vont être activées par en fait l'acheteur public et donc on va aussi l'acheteur public peut être aidant dans la structuration de nouvelles filières ou alors de filières existantes qui voudraient aller vers du commerce équitable ou se labelliser, réfléchir déjà sur les questions de juste rémunération. Mais effectivement, hein, je confirme, c'est malheureusement, enfin, je connais effectivement cet enjeu-là sur le sourcing autour de ces filières-là, mais et le commerce équitable est assez représentatif de finalement ce qu'on peut trouver dans les autres filières. Bon, alors, on attend que la Caisse des écoles du 20e structure des produits Voilà, c'est ce que équitables j'allais sur les dire. produits Est-ce que manquants vous prenez le flambeau au boulot. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Grégory, Marie-Dominique. Oui, avec plaisir, Marie-Cécile. Mais oui, quand j'ai lu, alors peut-être la dinde, faut se rapprocher des fermiers de l'Ouest, je suis pas sûr qu'il y ait la certification, mais on pourrait y aller, c'est une bonne idée. Et en tout cas, le porc, là, j'ai été appelé en début de semaine, parce que on en a parlé d'ailleurs ensemble, Marie-Cécile, c'est toujours, enfin, pour le 20e, c'est un sujet un peu complexe, et trouver une filière de qualité existe peu. Il pourrait se passer quelque chose assez rapidement en Île-de-France, dans les Yvelines, donc peut-être ça va prendre ce chemin-là, un peu comme avec les fermiers de Loué. Et ce qui revient à dire pour les collègues qui interrogent dans le chat, et je ne sais pas forcément où ils sont sur le territoire national, mais que sous vos yeux, existe sans doute, comme on l'a rencontré nous avec Marie-Dominique, des gens qui attendent de vous parler, qui attendent de vous recevoir dans leur ferme et qui attendent, et on peut être, et même j'ai envie de dire avec plaisir, au contraire, à vos côtés pour vous envoyer nos documents très simples ou Marie-Dominique ou moi-même prendre une petite demi-heure avec vous pour vous expliquer comment de façon très, très simple, j'ai même envie de dire très simpliste. On est d'accord dans beaucoup d'oralité, dans le contrat oral, dans l'engagement de oui, on va être à vos côtés, et pour que ça coche quand même des cases, que ça rassure tout le monde et que on impose finalement ça à nos acheteurs, c'est-à-dire nos fournisseurs, qui ne sont que le prolongement de notre main. C'est vous qui décidez, je le redis, ce qu'on met dans l'assiette des enfants. Donc, quand vous avez identifié
le fermier en local et qu'on se dit, bah tiens, il y a, comme Marie-Cécile l'a rappelé, une toute petite fenêtre de tir dans la déclaration Egalim qui est de dire, oui, bon, bah ça coche encore aucune case pour l'instant, mais que clause de progrès, engagement responsable, etc., il pourrait y arriver, mais qu'en plus, vous pouvez, par votre main de télédéclaration, le faire entre guillemets labellisé à vous, allez-y. Je veux dire, au contraire, moi j'ai rencontré des gens incroyables qui veulent pas rentrer dans le méandre de. Ils ont assez de paperasse comme ça sur le dos et quand vous arrivez en disant que vous allez leur rajouter un truc de certification commerce équitable, ils vous disent oh là là, mais non, mais j'ai pas le temps, etc. Alors que quand en 6 semaines c'est bouclé et que ça leur prend 2 heures, enfin j'exagère peut-être un peu plus, mais ça prend quelques minutes d'audit pour s'ouvrir à des champs des possibles qu'ils n'imaginaient même pas avant de vous ouvrir la porte. C'est à vous de faire ça. On se le doit et on leur doit. En tout cas, c'est ma façon de voir. Et peut-être que pour ce travail-là, les filières et notamment les interprofessions peuvent être aidantes. Je sais qu'il y a Thierry Gibilaro pour Interbev Île-de-France qui est là. Peut-être que tu veux en dire 2 mots, Thierry, parce qu'on travaille sur ce sujet-là au sein d'Interbev Île-de-France depuis longtemps. Ben oui, tout à fait. Effectivement, on travaille depuis longtemps avec l'ensemble des acteurs de la filière, plus sur la viande bovine. Alors, on est dans un contexte un peu particulier maintenant. Grégory l'a cité, d'inflation. Donc, mais vraiment, notre mission, c'est vraiment d'arriver et de parvenir à, comme je l'ai mis en mots, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver à discuter, sachant qu'il y a des difficultés, parce que quand on a dans une spirale inflationniste, il faut quand même contenir le coût. Donc, on propose notamment pour tous les acteurs de la filière des sessions de formation pour expliquer ce que c'est que l'équilibre matière, pour expliquer, nous, on avait démarré il y a plus de 10 ans, juste au moment où Restocco était rentré à l'interprofession. On avait commencé à expliquer que il fallait pas toujours commander que du paleron et que pour une recette, on pouvait utiliser différents morceaux de la viande, ce qui permet de réduire les coûts et puis de pouvoir acheter la demi-carcasse ou la carcasse entière à l'éleveur. Mais bon, sur la démarche viande bovine, nos bovins d'Île-de-France, depuis 2, 3 ans, donc il y a eu la création d'une OP LVA nos bovins d'Île-de-France, il n'y en avait pas en Île-de-France, et donc c'était pas facile à rassembler l'ensemble des éleveurs, et même avec la création de cette OP, c'est pas toujours facile, parce que il faut plusieurs années pour arriver à convaincre. Petit à petit, on va y arriver. Et je pense que quelqu'un a cité la dinde, le porc et l'agneau. Peut-être qu'avec de nouveaux éleveurs qui arrivent, qui ont l'esprit collectif, on pourrait arriver aussi à intégrer l'agneau dans une démarche de commerce équitable en Ile-de-France. On est la seule région qui augmente. On n'a pas de grosse production, mais en production ovine, on est la seule région qui augmente en cheptel et en nombre d'éleveurs. Et il y a 12 millions de consommateurs en Ile-de-France, donc il y a une démarche qui a été, on a des contacts depuis juste avant les vacances, on a commencé à expérimenter une commercialisation d'agneaux via Rungis. Donc les premiers agneaux qui ont été fournis par les éleveurs, bon, c'était des agneaux, certaines carcasses ne correspondaient pas à ce que recherchent les artisans bouchers, donc on a vite écarté. Maintenant, on est passé à 20-25 agneaux par semaine qui viennent de la région et qui passent par un GIS pour, par contre, la destination d'artisans bouchers. Donc, il y a de la production en Île-de-France pour l'agneau. Très bien, mais merci. Effectivement, puis il y a donc, comme là en Île-de-France, mais les interprofessions sont présentes dans la plupart des régions et dans toutes les régions pour Interbev, mais pour les autres filières de produits, vous avez ces interlocuteurs-là, en plus des chambres d'agriculture, pour vous informer sur les filières qui existent et qui peuvent vous accompagner dans ces démarches aux côtés des labels du commerce équitable. Tout à Ah, fait, j'ai pas d'autres Marie-Cécile. Il y questions, a monsieur. Caroline Mousseron qui est connectée, hein. C'est mon homologue Interbev Bourgogne-Franche-Comté. Très bien, Je merci. crois qu'elle a été contactée d'ailleurs pour les démarches commerce équitable. Merci Thierry pour cette info. On vous entend mal, Madame Mousseron, et je crois que Julie a levé la main. Oui, en fait, je suis sur un salon et
beaucoup de bruit autour de moi. Mais merci en tout cas de vous être connecté. Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était juste pour préciser peut-être effectivement ce que je trouvais intéressant là dans le témoignage sur la caisse des écoles justement là, c'est cette idée de aussi donc, il y a les interprofessions, mais en fait les labels sont aussi là justement pour aider parfois aussi et servir de conseiller. Alors juste parfois, il faut savoir de quel label on souhaite se rapprocher parce qu'en fait, effectivement, il y a donc tous les labels effectivement respectent la loi et donc se mettent dans cette loi-là du commerce équitable. Mais évidemment, on va avoir des cahiers des charges un peu différents selon les labels, vous l'aurez compris. Certains vont demander aussi, en plus de l'équitable, du bio. Et donc, en fait, je pense que dans certains cas, il y a des dialogues qui peuvent se créer aussi en lien avec les labels pour la structuration d'un certain type de filière ou voilà, en fait, donc enfin, je pense qu'il faut effectivement voir ça comme ça et j'ai effectivement moi aussi quelque chose que je retiens dans le commerce équitable, c'est avant tout effectivement la question des relations en fait partenariales qui se font autrement. En fait, c'est vraiment cette idée de commercer autrement. Et donc, en fait, il y a beaucoup, alors ça peut être un peu enfoncer une porte ouverte, peut-être de dire ça, mais c'est vraiment cette idée de retravailler les relations partenariales. Et donc, ça passe aussi, ce qui a été dit beaucoup dans le dialogue, la relation, et donc on travaille ensemble sur bah, justement comment les produits qui sont importants pour nous, ce qu'on peut mettre dans nos menus, dans nos repas, quelles sont les attentes pour les producteurs, leur calendrier de production. Enfin, voilà, en fait, il y a des choses aussi qui peuvent se jouer là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demande de prise de parole, Marie-Cécile, avec partage d'écran? Je ne vois pas tout. Alors, dans le chat, non, mais il y a Clémentine qui a levé la main. On vous laisse vous présenter. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bonjour, Clémentine Sinclair, je suis de Table Commune, je suis arrivée récemment pour celle qui la connaissait, j'ai remplacé Alexia Sourzac et j'avais une question par rapport au label, c'était de savoir si le label commerce équitable pouvait rentrer dans les produits labellisés qui sont nécessaires pour obtenir la subvention PLFE du programme Les Fruits à l'école. Je viens d'aller voir sur le forfait. Il y a écrit produits psycho, ils sont détaillés derrière, donc j'ai l'impression que non, mais vu que ça rentre dans les produits durables d'Egalim, voilà, je voulais avoir peut-être la précision de ceux qui se seraient déjà posé la question. Merci. Alors, merci de poser la question parce que je crois que beaucoup font l'erreur, malheureusement. Et oui, mais je laisse la caisse des écoles du 20e répondre. Très malheureusement, ça ne coche pas, le France-Agrimaire. On ne peut pas, on peut évidemment, si on est sur du bio et équitable, puisque ça coche la case bio, mais on ne peut pas simplement sur la base du commerce équitable Nord-Nord, à mon grand regret. Ça sera une avancée peut-être un jour. Voilà, donc pour Ouais. rappel, hein, le programme européen fruits et lait dans les écoles, c'est un programme européen avec des règles et donc les produits issus du commerce équitable n'ont pas été, ne sont pas concernés par les produits qui nous permettent de bénéficier de la subvention à l'achat, en tout cas pour la restauration scolaire. Alors, si je peux ajouter, Marie-Cécile, ça pourrait être vu comme un aspect négatif et en même temps, nous, on le prend comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que on, on travaille beaucoup avec ce dispositif, mais qui impose d'être avec, je parle des produits laitiers, d'être avec des produits laitiers nature, impérativement, nature et non sucrés. Ça nous permet de d'introduire une diversité et quelque part des produits plaisir pour les enfants en ayant des produits aromatisés qui du coup seront en commerce équitable, qui sont donc valorisés en termes EGalim, PAD, ce qu'on veut, et qui de toute façon sont valorisants pour les producteurs, euh, qui ne compteront pas pour le France Agrimaire, mais qui ont un apport
plaisir pour les enfants à l'instant T et qui n'ont pas, comme le disait Grégory, qui n'ont pas un surcoût qui interdirait leur utilisation. C'est très clair. Ouais, Merci. c'est vrai. Merci pour vos retours. C'est bon, Clémentine, oui. Ouais, Et une très autre bien. question dans le chat, pour sortir un peu des produits alimentaires, est-ce qu'il y a des produits non alimentaires qui sont labellisés commerce équitable, les produits d'entretien par exemple? Je ne sais pas avec qui. Il y a peut-être Non, le sujet des tenues. oui, il y a les tenues, voilà. Écoutons. Le coton. Et la ville de Paris, d'ailleurs, a justement a des. Enfin, il y a certains agents de la ville de Paris, effectivement, qui ont des tenues au coton commerce équitable. Eh oui, tous les agents à côté. Oui, c'est les agents de la direction de la propreté de mémoire, et puis il y a d'autres. Ouais, espace vert, effectivement. Oui. Ouais. Et on a rencontré avant l'été, je crois, les collègues de Commerce Équitable France sur la filière coton, puisque pour nos tenues de travail, on réfléchit à investir sur nos tenues au lieu de les louer tel que ça l'est aujourd'hui avec un des grands de la place qu'on peut imaginer. Alors là, pour le coup, il y a un vrai sujet de prix, mais il y a aussi un- une démarche de durabilité derrière qui m'importe d'essayer de traiter. Voilà. Et sur les produits d'entretien, Julie, tu sais s'il y en a quelques-uns de disponibles? J'avoue que je ne connais pas du tout, moi. Non, en fait, on va avoir. Oui, c'est bon, mon micro est accro. En fait, c'est pas. En fait, on va avoir des labels qui font type EcoCert, mais en fait, c'est pas commerce équitable. En fait, ça va être des groupes communs, mais effectivement, et puis l'offre est pas du tout effectivement développée à ce stade. Notamment, alors c'est plutôt une interprétation, mais en fait, dans le commerce équitable, il y a quand même cette idée effectivement de travailler sur des garanties sur le travail, des conditions de travail dignes, décents et de la juste rémunération. Et effectivement, je pense qu'il y a certaines filières qui ont notamment qui se structurent moins bien comme ça, mais en fait, on pourrait le voir, hein, mais oui. Bien, Julie, vous avez pour la suite du webinaire dans le chat quelqu'un qui fait une proposition pour voilà, des produits d'entretien bio. Donc, on vous laissera rentrer en contact ensemble à l'issue du webinaire sur ce sujet-là, voir s'il y a voilà, des possibilités de valorisation en commerce équitable. Et pour, voilà, si le doute était dans la tête de certains, les produits non alimentaires ne sont pas déclarés dans les produits Egalim. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Marie-Cécile, je propose qu'on conclue ce webinaire. Ah, il y a une Peut-être. dernière question sur le fil, sur les recommandations pour la rédaction des intitulés d'appel d'offres. Je crois que ça a été dit par Julie. En fait, il y a des outils qui existent, hein, que on pourra peut-être, qui étaient peut-être dans le diaporama, qu'on pourra partager. Est-ce que vous accompagnez, Julie, la recommandation de rédaction des appels d'offres pour demander les produits issus du commerce équitable? Alors nous, on ne fait pas directement de la prestation de service pour ça, mais on peut soit renvoyer, enfin on connaît des gens qui peuvent aider, et puis après, bon, je ne veux pas engager Puis il y a des modèles de documents, si je ne dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. Il y a les modèles de Ça documents. suffit. Enfin, voilà. Et puis, j'imagine que sinon, il y a l'exemple de la caisse du 20e. Enfin, je ne veux pas vous engager à faire du travail, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez aussi vous remettre en contact. Mais en tout cas, moi, on peut être une première porte d'entrée, disons, là-dessus. Voilà. Merci. Évidemment, nos marchés sont publics, donc ils sont consultables sur les plateformes. Certains sont passés, mais voilà, nous sommes des agents du service public, donc nos travaux, nos cerveaux sont à la disposition de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. La ville de Paris s'organise elle-même, et je crois qu'il y a un collègue de la division d'alimentation durable de la ville qui pourrait peut-être, Denis, je ne sais pas si tu es encore là, euh, raconter comment la ville est organisée pour partager ces outils. Si les collègues qui posent la question aussi là de savoir si cette littérature, en tout cas si nos marchés sont transposables et communicables, bien évidemment, donc n'hésitez pas
à prendre nos coordonnées et on les transmettra bien volontiers. Et puis, pour tous ceux qui sont sur le territoire d'Agri Paris Seine, l'association portée par la ville du Havre, la ville de Rouen, la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis, le département de Lyon et de plusieurs collectivités et intercommunalités aujourd'hui qui sont structurées autour de l'axe de la Seine. Agri Paris Seine, l'association Agri Paris Seine a vocation à partager l'ensemble des ressources de tous les acteurs de la restauration collective publique sur le secteur pour le partage d'expériences, le partage de ressources et justement de se dire est-ce que ceux qui ont déjà essuyé les pots cassés d'un marché où on a très clairement écrit commerce équitable, on l'a fait sur du BOF l'année dernière, ça a très bien fonctionné et ni le contrôle de l'égalité ni le trésor public n'est revenu vers nous pour dire oulala, attention, c'est pas juste, il y a évidemment, mais c'est Marie-Cécile qui sera plus fondée que moi à parler d'Orestoco et du réseau constitué. Et puis pour les acteurs de la restauration publique, il y a le réseau Agorest qui porte aussi beaucoup ces sujets de commande publique responsable et de partage d'expérience entre les différents gestionnaires. Et puis sur votre site préféré, Mon Resto Responsable, où vous avez dans l'onglet ressources tous les outils, notamment on a référencé les outils de la plateforme du commerce équitable qui sont très bien faits aujourd'hui pour savoir comment voilà, le transcrire dans vos cahiers des charges. Julie, j'en profite juste pour souligner parce que je vois maintenant que l'intitulé Commerce équitable Nord-Nord a tendance à s'appeler Commerce équitable Origine France, ce qui peut être une difficulté notamment pour les marchés publics, précisément. Donc nous, quand on Ouais. l'indique, on spécifie Nord-Nord. On ne met jamais évidemment l'origine. Oui, 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 par rapport effectivement à la réglementation qui ne voudrait pas qu'on précise effectivement des localités. Enfin, dans ce sens-là, c'est ça? Oui, Exactement. exactement. C'est noté. Merci Merci. beaucoup à toutes et tous, à nos deux intervenants, aux participants. On va donc, déjà, le webinaire a été filmé, donc pour ceux qui voudraient reprendre certaines parties, et puis surtout pour ceux qui l'auraient loupé, il sera toujours disponible. Et puis on partagera du coup les ressources dont on en parlait. Et Marie-Cécile vous a indiqué tout ce que vous pouvez trouver sur la plateforme Mon Resto Responsable, qui en effet permet d'avoir accès aux outils faits par nous ou par d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres et on avait des exemples qui travaillent très bien aujourd'hui. Voilà, merci. Le prochain webinaire sera en janvier prochain et donc on vous tiendra au courant de tout ça. Bonne fin d'après-midi à toutes et tous et à bientôt. Merci Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci.